Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Romy. Romy va nous parler de son enfance et de la problématique de santé qu'elle a pu rencontrer étant enfant. Bonjour Romy. Bonjour Aurélie. Alors Romy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors je m'appelle Romy, j'ai 34 ans, j'ai un grand garçon de 12 ans et demi et je suis prof d'art plastique. D'accord. Romy, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Quelle problématique de santé tu as pu rencontrer? Quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à faire de l'asthme sévère et de l'eczéma, juste après le divorce de mes parents. Et ma maman, très bien intentionnée et adepte de la médecine naturelle et complètement en réaction avec la médecine traditionnelle, a décidé qu'elle allait me soigner avec de l'homéopathie. Et elle était convaincue que quand j'aurais pris conscience de ce qui me rendait malade, d'un point de vue psychosomatique, je serais plus malade. Donc elle me disait que si je prenais conscience de ce qui ne fonctionnait pas dans ma relation avec mon père, puisqu'il venait de divorcer et j'allais chez mon père un week-end sur 2 et la moitié des vacances, alors je serais plus malade. D'accord. Et est-ce qu'elle t'a fait suivre une thérapie pour t'aider à prendre conscience de tout ça? Non, absolument pas. Donc ce que ça a donné concrètement, c'est que je me suis petit à petit habituée à avoir la peau qui gratte et qui brûle avec des crises d'eczéma sévères et des crises d'asthme quasiment toutes les nuits pendant plusieurs heures. Et donc l'homéopathie n'avait pas le moindre effet sur ces deux pathologies-là. Et donc j'avais de la ventoline à la maison en cas de force majeure, sauf que le cas de force majeure s'est révélé être l'étape juste avant de perdre connaissance en fait, ce qui m'est arrivé une fois juste avant l'arrivée de l'urgentiste. Ça se manifestait comment? Donc tu dis tous les soirs des crises d'asthme, ça te mettait dans un état physique, c'est vraiment de te sentir suffoqué, de panique? Je me couchais avec la peur, beaucoup de peur, parce qu'il y avait donc cette fameuse ventoline qui était pour moi le Graal quand j'étais petite, c'était vraiment ce qu'il fallait que j'arrive à obtenir. Et donc pour ça j'ai essayé, j'ai écrit à ma mère, je l'ai supplié, j'ai tenté, je suis devenue je pense une fine stratège, voire même manipulatrice, autant que peut l'être un enfant. J'ai relativement vite arrêté d'être triste quand j'étais petite et j'ai rapidement été en colère, beaucoup. Dans la peur et dans la colère, beaucoup. D'accord. Et du coup, quand tu as fait face à ça, enfin, je veux dire, je suppose que tu as développé, donc, comme tu disais, plein de stratégies et plein de stratagèmes. Comment tu dirais quelles ressources tu as pu utiliser au bout du compte? Et puis du coup, cette maladie, comment elle a évolué? Alors, la maladie, donc j'ai fait de l'asthme quasiment toutes les nuits de mes 7 ans à mes 15 ans. À mes 15 ans, mon père, contre l'avis de ma mère, m'a emmenée chez un pneumologue et j'ai eu un traitement de fond avec de la ventoline à disposition que je cachais à ma mère pour pouvoir être soignée. Donc mes crises d'asthme se sont arrêtées à ce moment-là. Après, les ressources que j'ai développées à ce moment-là, toute petite au début, c'était réellement la foi. Donc cette foi-là, qu'il y avait au moins quelqu'un que je ne voyais pas qui prenait soin de moi. Ça m'a apporté de la ressource, beaucoup. Donc j'ai gardé ça, la foi en la vie en fait. Parce que Dieu, c'est la vie, donc la foi en la vie. Et la persévérance. La deuxième ressource pour moi, c'est la persévérance. C'est la certitude que si je lâche rien, même si je me casse la gueule 1 fois, 10 fois, 100 fois, si je lâche rien, j'obtiendrai ce dont j'ai besoin. Donc ça a fait de moi, je pense, vraiment une guerrière, dans le sens où si j'ai décidé que j'allais quelque part, peu importe ce qu'il y aura sur le chemin, il n'y a rien qui me fera changer d'objectif. D'accord, oui, c'est une sacrée ressource. Là, il me vient l'interrogation de est-ce que, par contre, tu t'autorises le droit de changer d'objectif en cours de route?
Parce que parfois, tu peux te battre pour quelque chose. C'est voilà, une Oui, question oui, qui vient comme ça. ouais. Tu peux te battre pour quelque chose, t'acharner, et puis tout d'un coup te rendre compte qu'en fait, cette chose-là n'était pas faite pour toi. Et changer d'objectif. Ça m'est arrivé pas beaucoup, mais ça m'arrive un peu dans ma vie de femme d'accepter qu'il y a des choses qui évoluent et qui se transforment et que c'est ok de changer d'objectif. Qu'une autre ressource, ce serait l'écoute réelle des intentions des autres. C'est-à-dire que dans la communication, je vais chercher du coup de façon presque inconsciente quelles sont les intentions de celui qui est en face, parce que j'ai l'impression que sans ces clés-là, dans la relation, je suis en danger. Si je ne sais pas quelles sont les intentions sincères et profondes de l'autre, alors je ne sais pas potentiellement comment me comporter. Et donc ça peut être exposant et ça peut me ramener à ma vulnérabilité. Donc quand je suis en relation avec quelqu'un, je cherche à savoir et je me rends compte que ce n'est pas toujours conscient. Comment il fonctionne et pourquoi il fait ce qu'il fait. D'accord. Et donc ta mère voulait que tu comprennes pourquoi cet asthme était là. Est-ce que tu as fini par comprendre? Je pense que j'avais besoin de cadre, j'avais besoin de sécurité émotionnelle. Parce qu'en fait, émotionnellement, ce qui se passait juste avant la crise d'asthme, c'était beaucoup d'angoisse et donc de peur. Et donc je pense que j'étais pas contenue à l'extérieur par mes parents dans ce qu'il était en train de se passer à l'intérieur de moi émotionnellement. Donc je dirais que j'ai pas fait, très peu fait de crise d'asthme à l'école, très peu fait de crise d'asthme quand j'étais à la garde d'autres personnes que mes parents. Il y avait quelque chose peut-être avec la sécurité émotionnelle et avec le cadre qui faisait que du coup il y avait moins d'espace possible pour l'angoisse et pour la peur. Et du coup, après, je pense avoir été objetisée, vraiment instrumentalisée dans cette séparation, dans ce divorce, et avoir été l'objet de la colère de mon père envers ma mère et de ma mère envers mon père. Je pense que ça a accentué ma détresse émotionnelle et qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il y avait à comprendre en fait. Que tout ça, ça ne m'appartenait pas. Moi, j'avais juste besoin de sécurité et de cadre. Est-ce que tu as fait un travail thérapeutique par rapport à ça après, ou est-ce qu'en grandissant, par exemple, là, ça m'est complètement disparu? Alors, j'ai arrêté mon traitement de fond quand je suis tombée enceinte, avec beaucoup d'inquiétude que les crises reviennent, parce que j'étais convaincue que c'était ce traitement de fond-là qui faisait fonctionner mon corps. Et j'ai plus jamais fait de crise d'asthme, ni pendant la grossesse, ni après la grossesse. Donc, j'ai pas recommencé le traitement de fond après. Il n'y a plus eu besoin. J'ai commencé le développement personnel à 17 ans. J'ai cherché vraiment de tous les côtés. J'ai beaucoup lu aussi. Et j'ai commencé une thérapie avec une neuropsy qui est spécialiste HP depuis 2 ans. Et au-delà de ce côté guerrière que ça a pu t'apporter, est-ce que tu dirais que cette expérience de vie et donc ces problématiques de santé ont changé des choses en toi de façon positive? Au-delà de l'aspect guerrière, de façon positive, ça a fait de moi une croqueuse de vie. Je me sens profondément vivante et avec l'urgence de profiter de cette vie. J'ai la conscience que ça peut s'arrêter tous les jours. Et j'ai 34 ans, donc je pense que ça vient de là. Et donc je savoure vraiment tout ce qui est beau et tout ce qui est cadeau et tout ce qui est lumineux. J'ai la sensation d'être en capacité de m'émerveiller et de le savourer. Et je pense que ça, c'est une grande ressource et qu'elle vient de là aussi. Super. Merci beaucoup, Romy. Merci.